Première chose, je voulais vous dire qu'on est filmé. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de caméras. Donc on est déjà en streaming live sur Facebook. Et en plus, on a TF1 qui nous filme, puisque il y aura des parties de cet enregistrement qui passeront sur TF1 dans l'émission 7 à 8. Si ça a gêné certaines personnes, vous nous le dites, qu'on ne vous filme pas, hein, ou qu'on vous floute éventuellement. Personne n'est... Ça vous gêne pas? D'accord, c'est parfait, donc on continue. On va parler du lave-vaisselle ce soir. Et on va démarrer. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne et les différentes pièces qu'il peut y avoir sur ce lave-vaisselle. Donc, est-ce que vous savez déjà comment fonctionne un lave-vaisselle un petit peu? Pas du tout. Quand on branche un lave-vaisselle, quand vous le mettez en route, est-ce que vous savez quelle est la première opération qu'il doit faire? À votre avis, qu'est-ce qu'il fait en premier? C'est la bonne réponse. Il fait une vidange. Vous savez que sur les lave-vaisselle, il y a un filtre à nettoyer. Comme sur les lave-linges. Sur les lave-linges, ils se trouvent en bas très souvent, hein, ou d'un côté ou de l'autre. On l'ouvre, on enlève. Très souvent, on le fait quand il est bouché. C'est un peu tard, parce que là, on va avoir beaucoup d'eau par terre. L'avantage du lave-vaisselle, c'est que même s'il est bouché, quand je vais l'ouvrir, il va peut-être rester de l'eau au fond, mais ça ne va pas couler partout. Donc la première chose, c'est d'ouvrir le lave-vaisselle, de sortir le panier. Le panier, je peux le retirer, je peux en faire ce que je veux. Je peux le mettre dessus. Et là, je vais avoir accès à mon filtre. D'accord? Donc ce filtre, il suffit simplement de l'ouvrir. Voilà. C'est un petit cran, ça se tourne. Une grille. Ils sont pratiquement tous faits pareil. Et puis j'ai après, suivant les modèles, j'ai une grille de ce genre-là qui vient autour. Pour éviter, c'est un tamis, hein, pour éviter que les aliments passent et aillent directement dans la pompe, parce que la pompe n'est pas un broyeur, et donc si vraiment ça passait, la pompe va broyer les aliments, mais elle va aussi s'encrasser et forcer, et peut-être se détruire. Donc il faut y faire attention. Et puis au fond, j'ai une petite cuvette, donc cette cuvette, il faut aller la nettoyer, d'accord, avec une éponge, avec une petite éponge douce, on va la nettoyer, on vide bien et on remet tout simplement les deux éléments, d'accord? Donc ça c'est relativement simple. Quelqu'un veut essayer? Allez, je vous le remets. Vous voulez essayer? Allez, c'est parti. Donc évidemment, pas à gratter, on aurait tendance à vouloir gratter un petit peu avec un couteau ou des choses comme ça, c'est pas à faire. Parce qu'à partir du moment où il va être percé, il faudra le changer. D'accord? Donc on le nettoie sous l'eau simplement. S'il y avait, ça pourrait arriver, mais dans ce cas-là il faudrait le traiter, s'il y avait du blanc, c'est-à-dire du tartre dessus, il ne faut pas hésiter à mettre ça dans le vinaigre. Vinaigre blanc, on plonge dedans, on le laisse 1 heure, il ressort, il est tout neuf. D'accord? Et puis ça de la même manière, hein, ça c'est pas la peine de le retirer, mais ça aussi ça se nettoie. Je nettoie bien ma grille pour qu'il n'y ait rien dessus, que ce soit bien transparent, et puis je nettoie bien toutes les parties de mon filtre ici. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à le remonter. Donc allez-y. Voilà, et le petit cran. Voilà, c'est parfait. Là, il est bien remonté. C'est relativement simple. Hein. Ça à faire régulièrement. Et quand je dis régulièrement, si vous servez de votre lave-vaisselle, comme la plupart des gens, 2 à 3 fois par semaine, c'est à faire 1 fois par mois. D'accord? À éviter de laisser l'appareil s'encrasser et de se retrouver avec ça d'eau dedans, qui fait qu'évidemment, quand vous allez ouvrir, ça va couler un petit peu. Mais surtout, bon, il va falloir le vider. Et pour le vider, il va falloir l'ouvrir. Donc de toute façon, il va falloir retirer tout ce qu'il y a dedans. C'est un peu dommage de le faire. Il faut le faire à titre préventif et pas attendre le curatif. D'accord? Ça, c'est important. Première des choses. Donc, il vidange. Une fois qu'il a vidangé, il va prendre de l'eau. D'accord? Donc il va prendre de l'eau par quoi? Tout simplement par la pièce qui est ici. Voilà. C'est l'électrovanne. Donc cette électrovanne, elle est alimentée par votre tuyau d'arrivée d'eau. On va mettre ça à l'intérieur. Tournez. Voilà, le tuyau d'arrivée d'eau se branche là et j'ai l'évacuation qui est de l'autre côté. Oh, pardon, excusez-moi. D'accord? Évacuation, arrivée d'eau. Donc quand on fait un essai,
De toute façon, il faut toujours avoir la canne de vidange. Quand on a une cuisine, on sait que la canne de vidange, elle se trouve toujours à peu près à cette hauteur-là, comme sur les machines à laver. Donc on s'arrange pour accrocher le tuyau et qu'il soit là, et puis on met un récipient ou un seau ou quelque chose pour récupérer l'eau. D'accord? Si on le fait dans la cuisine, on le laisse brancher, il y a assez de longueur, on le laisse brancher, mais surtout, on doit avoir cette position-là, qui fait que là, comme le lave-vaisselle, l'eau elle va monter à peu près où dans le lave-vaisselle, à votre avis? Ici. Là? Vous croyez? Tout ça d'eau? S'il y avait tout ça d'eau dedans, ça sortirait par la porte, obligatoirement. D'accord? C'est pas une machine à laver où là vous avez une cuve qui est étanche, d'accord? Où l'eau peut monter et l'eau arrive à peu près à la moitié, c'est-à-dire à la hauteur du roulement, à la moitié de l'eau. Voilà. Là dans un lave-vaisselle, je vous montrerai tout à l'heure, mais quand la porte est ouverte, vous avez à peu près ça d'eau. C'est tout. Après c'est un flux continu, d'accord? C'est un brassage et on va voir par quoi c'est fait. Mais c'est un brassage continu, c'est pour ça que les nouveaux lave-vaisselle utilisent très peu d'eau, parce qu'ils prennent l'eau, ils la font balayer dans le lave-vaisselle par un système, par la pompe de cyclage qui est un genre de Karcher qui pousse avec pression l'eau dans les bras. Et on verra comment ça fonctionne après. Donc là, l'eau elle arrive par là, elle rentre dans le lave-vaisselle, et quand il va avoir atteint son niveau, l'électrovanne va être arrêtée, donc on va couper l'alimentation, elle va être arrêtée. L'électrovanne est simplement un robinet électrique, d'accord? Un robinet alimente en 220. Quand elle est alimentée, ça laisse passer l'eau. Quand l'alimentation est coupée, ça arrête l'eau, d'accord? Alors ce qu'il peut y avoir, si on a de l'eau assez calcaire, comme sur les lave-linges, on a ici à l'intérieur un petit filtre qui ressemble un peu au mousseur de vos robinets. Vous savez que les mousseurs qu'on nettoie de temps en temps, et puis quand on fait couler l'eau, on se dit bah tiens c'est bizarre, ça coule plus du tout, on défait le mousseur, il est plein de calcaire. C'est exactement la même chose ici. Et donc dans ce cas-là, il suffit de retirer, évidemment on ferme le robinet d'eau, on dévisse l'arrivée d'eau ici, et à l'intérieur vous avez ce petit mousseur ici, qu'on peut attraper avec une grosse pince, on tire simplement, voilà, et on a cette pièce, vous voyez, qui est pleine de petits trous. Donc à partir du moment où les petits trous sont bouchés par le calcaire, qu'est-ce qui va se passer? L'eau ne passe plus. Alors surtout à pas retirer, parce que si je la retire, évidemment le problème il est réglé. Ça va bien marcher, mais pas longtemps, parce que le calcaire va aller se déposer, et là vous allez détruire votre électrovanne. C'est un peu dommage. Donc ça pareil, vinaigre blanc, je le mets dans un verre, je laisse 1 à 2 heures, au bout de 2 heures il ressort, il est comme ça, tout propre, et j'ai plus qu'à le remettre à sa place. Hop, et je remets mon tuyau d'eau, je fais attention au joint, bien serré, je remets en eau avant de repousser la machine pour voir si ça ne fuit pas, et puis après je remets mon appareil à sa place, et j'ai nettoyé. Ça c'est à faire une fois par an. Par an, vous pouvez l'ouvrir, regarder, si c'est propre, si c'est entartré, je fais ce que je lui dis, je le sors, je le mets dans du vinaigre. D'accord? Alors, on a pris l'eau rentre dans la machine, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment la porte est fermée, l'eau va rentrer dans la machine et elle va dépasser le bord ici, d'accord? Plus haut, à la peine, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Et à partir de là, quand l'eau va être arrivée dans la machine, il y a ce qu'on appelle une chambre de compression. Cette chambre de compression, par le fait que la porte soit fermée et que ça soit étanche, l'eau en montant va comprimer l'air, ça va pousser sur un petit tube en caoutchouc qui va aller commander un pressostat. Ce pressostat va stopper l'arrivée d'eau. C'est tout simplement un pressostat, c'est tout simplement une petite pièce, voilà, elle est là. Vous voyez, il y a une petite durite qui vient là, et en poussant l'air, l'air va pousser ici, et c'est une petite membrane à l'intérieur, comme sur les lave-linges, petite membrane à l'intérieur qui va faire un contact, et ce contact, quand il se déclenche, c'est taré à une certaine pression, quand il se déclenche, il coupe l'arrivée d'eau, il coupe l'alimentation sur l'électrovanne. À partir du moment où l'eau est dans l'appareil, on va avoir la pompe de cyclage qui va se mettre en route. À ne pas confondre avec la pompe de vidange. La pompe de cyclage, elle est là. Vous l'avez là,
en haut à gauche, ici, on la voit là-haut. Cette pompe de cyclage, c'est exactement comme un Karcher. Là, vous avez une turbine à l'intérieur, l'eau va passer dans la pompe de cyclage, la turbine va tourner et elle va projeter avec force, avec pression, dans les bras d'aspersion en dessous. Sur les bras d'aspersion, il y en a un en bas, toujours. Il y en a un sous le panier. Et sur les gros lave-vaisselle, il y en a un en haut souvent. D'accord? Donc ces bras d'aspersion, ils sont commandés en bas directement par la pompe de cyclage. Et puis en haut, derrière, vous avez ici, voilà, ça part dessous. Et ça monte ici. Vous avez l'eau qui remonte là pour aller dans le bras du haut. D'accord? Donc tout ça, c'est poussé avec pression par la pompe de cyclage. Alors, on peut avoir des problèmes de qualité de lavage. Quelquefois, on a des clients qui nous appellent en disant ma vaisselle elle est bien lavée en bas, c'est-à-dire que mes assiettes sont bien lavées, mais mes verres en haut, les verres sont toujours sales. C'est même pas une question d'être blanc ou d'être opaque, ils sont sales, ils ne sont pas lavés. Dans ce cas-là, il faut aller voir le système de fonctionnement du bras ici. D'accord? Alors, il peut être déboîté, puisque c'est simplement vissé, vous voyez. Ils peuvent être surtout encrassés, bouchés. Ça peut arriver aussi bien en bas qu'en haut. Hein. Puisque là, je peux retirer l'autre aussi, il suffit de tirer dessus. Vous voyez, ça se retire facilement. Donc il y en a un en inox, un en plastique, ça dépend du lave-vaisselle. Mais là, par exemple, là ils sont propres, mais vous pouvez avoir ici des trous qui soient bouchés, soit par des aliments qui sont restés dans l'appareil, soit aussi par le tartre. Le calcaire va venir boucher les trous, et à partir du moment où le calcaire bouche les trous, vous voyez que ces trous ils sont orientés. Ils sont orientés pour que comme le jet sorte avec pression, il va pousser sur les côtés de la machine. Et donc en poussant, il va le faire tourner. Si vous avez des trous qui sont bouchés d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne pousse pas sur les parois de la machine et votre truc il va faire ça, il ne va plus bouger. Et donc dans ce cas-là, ça ne va pas laver. Donc ça c'est pareil, c'est à vérifier que ça soit propre. Vous voyez, on voit bien les trous, on voit à travers. Quelquefois on peut avoir des aliments qui sont coincés là-dedans, donc c'est pas toujours aisé à nettoyer, mais il faut le faire régulièrement. D'accord? Une fois que c'est fait, on les remet. Hop, ici. On tire celui-ci, on le remet à sa place. Voilà, ça se crampe et c'est terminé. Maintenant, on peut avoir aussi... Alors là, ça sort. On peut sortir le panier. Et vous voyez qu'ici, j'ai l'arrivée d'eau. Donc l'arrivée d'eau qui est faite par ce petit trou-là. D'accord? Et ici... j'ai deux trous, parce que mon panier peut être à deux hauteurs différentes. D'accord? Sauf que quand il est ici, quand mon arrivée d'eau est ici, il faut que celui-ci soit bouché. Donc il y a un petit truc à l'intérieur, si vous regardez bien, vous avez une petite bille. Vous voyez la bille là? Voilà, il y a une bille à l'intérieur. Et si, pareil, il y a du calcaire, ou que la bille elle est coincée par quoi que ce soit, hein, ça peut être par un petit aliment, par de la graisse alimentaire ou des choses comme ça, eh bien évidemment ça ne va pas fonctionner non plus. Donc ça c'est à vérifier aussi. Et c'est des parties qui se changent. C'est des pièces, toutes ces pièces-là, les paniers, les bras, le bras du bas, la petite boîte pour mettre les couverts, le panier, les roulettes, tout ça c'est fourni en pièces détachées. D'accord? Après, tout dépend de ce que veut bien fournir le fournisseur. Hein. Évidemment, il y a des fois où malheureusement, sur des paniers comme ça, les roulettes, sur certains appareils, quand ils ont quelques années, on ne trouve plus les roulettes. Donc tout ça, c'est à vérifier quand vous avez des problèmes de résultats de lavage. Donc là, je peux régler mon panier à deux hauteurs différentes, soit comme ceci, en fonction de la hauteur de mes verres ou de la hauteur de mes assiettes. D'accord? Donc là, je suis au plus haut, je remets à sa place, je tiens mes bras et je referme mes petits clapets, hop, ici. Et je peux remettre mon panier. Donc ça, toujours à vérifier
toujours vérifier, et d'un, que ça tourne bien, librement, ça ne doit pas bloquer, et deux, que tous les trous soient bien débouchés. N'hésitez pas à y aller avec une petite épingle, une petite aiguille, hein, s'il faut, mais il faut que ça se débouche, absolument. D'accord? Si vraiment c'est encrassé, bah vous prenez un grand plat en verre ou en plastique, vous mettez au fond du plat et vous recouvrez jusque-là de vinaigre. Et vous laissez agir pendant 2-3 heures, voire une journée, ça ne l'abîmera pas, au contraire, et il va être complètement nettoyé. D'accord? Après, il suffit de le secouer un peu pour sortir le peu qu'il peut y avoir à l'intérieur. Des questions là-dessus, pour l'instant? Autre chose importante avant de passer en dessous, vous pouvez aussi avoir des résultats de lavage déficients. Par exemple, des verres qui deviennent blancs. Vous avez peut-être eu ça sur les lave-vaisselle. Les verres deviennent blancs, ils sont un peu opaques, des verres éclatants. Quoi. Et vous avez un bac à sel ici, avec à l'intérieur du sel et de l'eau. D'accord? Donc à quoi sert ce sel à votre avis? C'est un adoucissant. C'est tout simplement un adoucisseur à l'intérieur de l'appareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lavez, vous avez remarqué, par exemple quand vous lavez votre voiture, si vous ne prenez pas l'option anti-tache à la fin, eh bien vous allez avoir des gouttelettes qui vont rester sur la carrosserie quand ça va sécher. Si vous prenez l'option finition à la fin, vous avez les gouttelettes qui tombent sur la carrosserie qui s'en vont dès que vous roulez. Bah, c'est tout simplement parce que lors du lavage, le dernier rinçage se fait à l'eau adoucie. D'accord? Sur un lave-vaisselle, on fait tout le lavage avec de l'eau adoucie. Donc pour avoir de l'eau adoucie, ben, on va mettre du sel et on va faire passer l'eau par le bac à sel. Ce bac à sel, il a cette forme sur la vue précédente. Voilà, il est ici, à droite. Donc là, vous le voyez bien, on va le voir après en retournant l'appareil. De toute façon, sur la plupart des appareils, vous avez un voyant en façade, d'accord, qui va s'allumer pour vous dire qu'il manque de sel. Et donc dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'appareil, on retire le petit capuchon, on va mettre des blocs, des petits cartons de sel, on va mettre du sel à l'intérieur. En faisant attention, normalement, vous avez fourni avec l'appareil un petit entonnoir pour le remplir. Utilisez ce petit entonnoir, c'est important. Parce qu'il ne faut surtout pas que des grains de sel restent sur la carrosserie. Parce que c'est de l'inox, c'est bien, mais le problème c'est que l'inox qu'on fait aujourd'hui n'est pas l'inox qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Et ces petits grains de sel risquent d'attaquer l'inox et de faire des trous dans l'appareil. Donc surtout ne laissez jamais de grains de sel. En vous disant c'est pas grave, il va fondre. Ouais, mais tant qu'il fonde, il y en a pour un moment, donc il vaut mieux le retirer. Donc vous remplissez, vous allez avoir le niveau qui va arriver là et l'eau qui va ressortir. Vous appuyez avec les doigts, l'eau va sortir, le sel va aller au fond et on en remet encore. Et une fois que c'est fait, on remet bien le bouchon et on le serre bien surtout. Alors, voilà. Et je le serre, pas trop fort, juste ce qu'il faut, il y a un joint, mais que ça fasse bien étanchéité et que l'eau ne passe que par le système qui est en dessous et pas par le bouchon. Quelquefois on a des clients qui nous disent j'ai rempli de sel, j'ai fait 3 lessives, 3 cycles et mon bac est à nouveau vide. Tout simplement, c'est très souvent parce que soit le joint est déficient, soit le bouchon, merci, soit le bouchon est cassé. Et si le bouchon est cassé, au lieu de passer par en dessous, l'eau elle passe par ici. Et là c'est pas bon, elle n'est pas filtrée et donc votre sel il va partir avec. D'accord? Donc ça à vérifier toujours. Faire attention à l'étanchéité du bac à sel. On est obligé de mettre du sel? Alors, il y a des pastilles 3 en 1 aujourd'hui qui sont bien, sauf que sur les lave-vaisselle d'aujourd'hui, vous avez un voyant qui va s'allumer. Le voyant va être en permanence allumé. Et ça peut, sur certains lave-vaisselle, provoquer une mise en sécurité par moment. C'est-à-dire que comme il sait qu'il n'y a pas de sel, il y a la vanne de régénération qui va s'actionner de temps en temps, mais elle ne va pas trouver de sel. Il va y avoir des conflits qui vont faire que la carte électronique risque de le mettre en sécurité. Donc il vaut mieux mettre du sel. Si vous utilisez des pastilles 3 en 1, il va en utiliser beaucoup moins. Du sel, vous en mettez à peu près une fois par mois.
pas plus. Hein. Mes verres peuvent être propres, brillants, mais avec des taches dessus. Si j'ai des taches, exactement comme quand je lavais la voiture, si j'ai des taches sur les verres et que j'ai plus de liquide de lavage, là pareil, normalement vous avez un voyant qui s'allume sur certains appareils, sinon vous avez la possibilité de le vérifier par la petite lucarne qui est ici. Donc ça aussi, produit rinçage, on n'est pas obligé d'en mettre. Avec les parties 3 en 1, normalement c'est plutôt pas mal. D'accord? Mais si vous avez une eau un peu dure, un peu calcaire, il est quand même préférable d'en mettre. Et là aussi pareil, si vous en mettez que vous utilisez les pastilles 3 en 1, vous allez en utiliser beaucoup moins. Donc pastilles 3 en 1 oui, mais mettez quand même à la fois le sel et le produit rinçage, c'est un conseil. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc là on a fait tout l'intérieur. On a vu le bac à sel, on a vu le filtre. Donc on entretient bien son appareil. Normalement, si vous faites déjà ça, et que vous le détartrez de temps en temps, vous passez un petit coup de détartrement à l'intérieur régulièrement, c'est-à-dire en titre préventif et pas curatif, vous avez un appareil qui risque de tomber beaucoup moins en panne que si vous ne l'entretenez pas. Pour le détartrer, mettez 1 litre de... Alors, on met du vinaigre. Le vinaigre, c'est l'idéal. Hein. 37 centimes le litre, c'est impeccable. Ça coûte pas cher. Le problème, c'est que vous allez le faire comment? Il faut attendre le pré-lavage, il faut le mettre après. Exactement. C'est-à-dire que si j'ouvre mon appareil, je mets mon vinaigre, je ferme, je lance mon programme, comme il va vidanger, le vinaigre, il est tout de suite parti à l'égout. D'accord? Donc, il ne faut pas le faire comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance mon démarrage. Je ouvre la porte, mais je l'ouvre tout doucement. Parce que si je fais ça, les bras, le temps qu'ils s'arrêtent, c'est bien pour les lunettes, mais pour le restant, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne ma poignée, j'attends 2-3 secondes et je peux ouvrir. Là, je mets mon vinaigre. D'accord? Il a vidangé, il n'y a pas de problème. Je mets mon vinaigre, je referme. Mon programme reprend là où il en était et je le laisse tourner. Avant, j'ai choisi le programme le plus chaud. Vous avez 55, 60, 65 et sur certains, vous avez 75 degrés. Vous prenez le plus chaud. Vous le laissez tourner jusqu'à ce qu'il soit bien chaud à peu près en milieu de programme. Si le programme dure à peu près 1 heure, au bout de 30 minutes, j'entrouvre la porte et je le laisse comme ça, je l'arrête. Soit je fais ça, soit je l'arrête ici au bouton. Complètement. Et là, je vais le laisser pendant une bonne heure. Voire si vous le laissez toute la matinée ou toute la nuit, il n'y a aucun problème, ça ne l'abîmera pas. Hein. D'accord? Ça sera encore plus efficace, comme ça au moins ça aura eu le temps de bien nettoyer l'appareil. Quand vous voulez le remettre en route, vous appuyez sur votre bouton ou vous refermez la porte. Il va reprendre là où c'est arrêté et il va finir son programme. Mais il n'y a pas un pré-lavage? Il y a une vidange? Il n'y a pas un pré-lavage, revidange? Non, là comme ça, vous prenez le programme le plus long et le... Oui, non, ça va bien... Ça va... J'avais l'impression que ça va vous faire... en route avant de lancer. Bah, si vous avez un programme avec pré-lavage avant, vous passez votre pré-lavage. D'accord? Moi, j'ai pas le choix. Mais vous le laissez aller jusqu'au pré-lavage. Une fois qu'il a fait son pré-lavage, il se remplit à nouveau. Et là, vous l'ouvrez, vous le remettez. D'accord? Ça va dépendre des appareils et des fonctionnements. Mais normalement, vous avez un programme où il n'y a pas de pré-lavage. Il faut regarder dans la notice, c'est pas toujours évident. Hein, mais là, vous avez... Bon, bah, dans ce cas-là, vous attendez que ça passe. Et puis, une fois que c'est passé, vous l'ouvrez, vous le mettez là. D'accord? Donc là, vous allez avoir un appareil qui sera toujours propre. Vous faites ça en fonction de votre utilisation, une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, c'est largement suffisant. Ça demande très peu de temps, vous n'avez pas besoin d'être là, vous le faites, vous partez faire vos courses, vous revenez, vous le refermez, et vous avez fait votre nettoyage. Et là, votre appareil, il est propre. Après, vous avez des détartrants de constructeurs qui sont très efficaces, plutôt curatifs, mais très efficaces. La seule différence, c'est qu'ils sont très chers et complètement mauvais pour l'écologie. Alors que le vinaigre, au moins, ça ne fait pas de mal à qui que ce soit. L'autre, évidemment, il y a de la soude dedans, il y a pas mal de choses, mais c'est évidemment très efficace. C'est exactement comme sur les cafetières, c'est la même chose. Vous avez des solutions qui sont efficaces, que les constructeurs vendent, et qui peuvent sauver une cafetière quand vraiment elle est entartrée et que l'appareil ne coule plus. Vous n'avez jamais détartré, puis d'un seul coup, vous apercevez que votre expresso qui demandait 15 secondes à couler, il met 3 minutes. Et là, ça commence à être mauvais. Quand on commence à avoir des petits cristaux blancs qui tombent de temps en temps, bon, là, il faut faire du curatif, il faut utiliser
faut utiliser les détachements constructeurs. Alors, on va passer en dessous. On va coucher l'appareil. Ça, c'est la résistance du lave-linge. On en a comme ça sur certains vieux lave-vaisselle. D'accord? Sur certains vieux lave-vaisselle, on la voit au fond de la cuve, à l'intérieur. Et puis, on a la résistance de chauffe, le tunnel, où l'eau passe à l'intérieur et est chauffée en même temps qu'elle passe. D'accord? Donc, elle est ici. Ça change relativement facilement. Hein. C'est une durite. Là, elle se retire d'un côté. Ici, il suffit de faire, hop, et elle sort comme ça. Alors cette résistance, on peut la contrôler de différentes manières. Soit quand l'appareil fonctionne, eh ben on va regarder si elle est alimentée en 220 volts, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand il faut aller en dessous, c'est pas facile. Par contre, on peut la contrôler avec ça en ohmmètre. C'est-à-dire qu'on va regarder si sa résistance est bonne. D'accord? Quelqu'un a déjà fait ça? Vous voulez le faire? Il y a des pins dedans, il faut une pin, ouais. Non, il y a tout ce qu'il faut. Vous le mettez sur ohmmètre. Alors vous devriez trouver combien à votre avis en ohm? Ça dépend de la puissance qu'on veut. Ouais, mais à peu près. Ça sert à rien. Une résistance de chauffe, c'est entre 25 et 40 ohms. 40 Ouais, entre 25 et 40 ohms, ce qui fait sur 220 volts, ça fait une puissance d'à peu près 1500 watts. Hein? U2 sur R, exactement. Donc là, on va vérifier la valeur de la résistance ici. Voilà, tout simplement, entre les deux bornes. Voilà, et on trouve 29 ohms. Donc cette résistance, elle est bonne. Donc si votre appareil ne chauffe pas, l'eau reste froide, et que votre résistance, elle est bonne, bah, c'est qu'il y a autre chose. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bah, un problème d'alimentation, avec les fils, vous voyez qu'il y a des fils qui sont là. Il y a des codes d'alimentation. Donc là, il y a 220 volts, normalement, quand ça fonctionne. Il faut regarder s'il y a de la continuité entre ces cosses et les fils qui remontent vers le tableau de bord. D'accord? Vers la carte de puissance. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous indiquer quand vous nous posez des questions. Savoir comment on contrôle ça, comment il faut faire pour déjà y arriver. Avoir la vue éclatée de l'appareil. Hein, et puis savoir comment on accède à cette résistance et comment on peut vérifier qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Donc après, bah, il suffit de la remettre là, ici. Je mets bien mes fils correctement et je la remets ici en la tournant dans le bon sens. Voilà. Et je vais la remettre là, ici, et je remets les colliers. D'accord? Évidemment, je n'oublie pas de remettre les colliers parce qu'il y a quand même de la pression. Hein, quand la pompe de cyclage va pousser l'eau, bah, si les colliers sont mal serrés, vous allez avoir une fuite. D'accord? Des questions? Et si la résistance est textuelle, vous allez avoir, bah, quand vous allez avoir soit ça ne chauffe pas et l'appareil fonctionne, bah, quand je vais la mesurer, ça va rester sur 1, c'est-à-dire sur l'infini, c'est-à-dire qu'elle est coupée. Soit, quand l'appareil fonctionne, il fonctionne jusqu'au moment où il doit chauffer, et quand il chauffe, il disjoncte. Il fait sauter les plombs. Ça veut dire qu'elle est en court-circuit. Quand vous allez la mesurer, elle va être comme ça, elle va être à 0. D'accord? Et là, ça veut dire qu'il y a un court-circuit, et qu'évidemment, elle ne peut plus fonctionner. D'accord? C'est comme si vous mettiez la phase et le neutre de votre prise de courant, bah, vous mettez tout à la masse. D'accord? Ça, c'est important. Ce qui est important aussi sur une résistance, c'est de regarder par rapport à la masse s'il n'y a pas une continuité aussi. D'accord? Ça peut arriver surtout sur les fours. Sur certains fours, on met en route, ça chauffe, et puis arrivé à 180 degrés, paf, ça disjoncte. Vous allez remettre le courant, attendez que ça refroidisse, vous remettez en route, ça remarche, et à 180 degrés, paf, ça redisjoncte. D'accord? Là, c'est parce que vous avez une continuité qui se forme entre la résistance et la masse de l'appareil, et c'est souvent parce que le petit fil qui est à l'intérieur de la résistance va toucher la masse quand ça chauffe. Tout simplement, ça se dilate. Vous avez là aussi une chose importante, la pompe de vidange. D'accord? Pareil, la pompe de vidange alimentée en 220 volts.
c'est elle qui va vous vidanger l'eau et qui va vous la faire ressortir par ce tuyau qui va à l'égout sur votre canne d'évacuation. Donc elle aussi elle est importante parce que si elle ne tourne pas, vous n'allez pas avoir de vidange. D'accord? Donc là de la même manière, ici, je débranche et je peux regarder ma continuité. Si je mets mes cosses dessus, là j'ai 169 ohms. C'est normal, puisque c'est pas une résistance, c'est un moteur. Donc un petit moteur comme ça, c'est aux alentours de 170 ohms. Donc là il fonctionne. D'accord? Alors maintenant il peut être bon à l'enroulement, mais l'hélice peut être, elle a pu être retenue par des aliments, et comme c'est du plastique, sur un axe en ferraille, si ça force de trop, l'hélice peut se désolidariser de l'axe, et votre moteur peut tourner, l'enroulement il est bon, mais elle ne vidange pas. Donc ça c'est à vérifier. Et pour vérifier, il suffit de retirer les deux petites vis qu'il y a de chaque côté, elle se tourne et de sortir. D'accord? La pompe de vidange, ça cette forme-là. Voilà. Non, elle n'est pas là. Voilà. Pompe de vidange, elle est là, ici. Donc on voit l'arrivée d'eau, l'évacuation et le moteur. D'accord? Ça c'est plutôt une pompe de machine à laver avec le filtre qui est sur le côté. Mais c'est exactement les mêmes. Hein. Le moteur par lui-même, il va aussi bien celui-ci, le moteur, aussi bien sur une pompe, ça peut être une pompe de vidange, de machine à laver comme de lave-vaisselle. D'accord? Il y a pas mal de pièces qui peuvent être identiques. Donc voilà, tout ça c'est important à vérifier. Là on a le fonctionnement, donc l'arrivée d'eau, la pompe de cyclage qui met la pression, pensez au Karcher, qui met la pression, qu'on voit dans les bras de cyclage qui se trouvent ici derrière, ça repart et ça fait tourner les bras. D'accord? Donc ça c'est un modèle relativement simple. Après vous avez des modèles beaucoup plus compliqués, hein, avec 3 bras, avec des cyclages alternés, c'est-à-dire que le bras il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre. Donc ça commence à être compliqué. Et on a quelquefois des résultats de lavage qui sont compliqués parce qu'on peut avoir des inversions de bras qui ne se font pas. Donc là après ça dépend de la marque et de la référence de l'appareil sur lesquels on peut vous conseiller en fonction de ce que vous avez comme type de panne. D'accord? C'est pour ça qu'il est toujours important quand on va nous poster une question sur le forum de bien nous mettre la marque et la référence de l'appareil parce que bon, un appareil qui vidange pas, sur certains lave-vaisselle ou sur certaines machines à laver le linge, on a 2 pompes de vidange. D'accord? Donc à quel moment elle vidange pas, à quel moment c'est pas toujours évident. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Là tout est accessible par le bas. Là, tout est accessible par le bas. C'est pas toujours le cas. On a quelquefois un bac en plastique, tout est dedans, il faut quelquefois désolidariser le bac, donc dans ce cas-là, il faut essayer de soulever le lave-vaisselle, de le mettre entre 2 chaises pour pouvoir accéder en dessous. Et ça, c'est pas la meilleure solution qui est